Merci, bonjour à tous. Merci infiniment aux organisateurs de ce séminaire, de cette soirée et leur abnégation, leur opiniâtreté pour que ces réunions, que ces séminaires puissent se tenir, parce que ça fait bien plus d'1 an qu'on est un peu en contact les uns avec les autres. Et franchement, je me disais que ça n'allait pas se faire. Et bien si, on a réussi quand même à le faire. Et donc voilà, je vous remercie infiniment pour cette invitation. En tant qu'IG, et alors évidemment, ma parole sera très institutionnelle, hein, puisque c'est quand même mon statut qui veut ça. Je suis inspectrice générale, en effet, doyenne du groupe EPS. Et comme on ne naît pas inspectrice générale, je dois rappeler quand même qu'on le devient. Donc, on a un parcours derrière. Et juste pour vous dire que l'essentiel de mon parcours de professeur d'EPS, je l'ai fait en lycée professionnel, très sexué justement, avec beaucoup de public féminin à Évry, dans la banlieue parisienne, et en restant plus de 15 ans là-bas. Et je pense que ce passage de professeur d'EPS fait ce que je suis devenue en fait au final, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'un inspecteur général n'est pas quelqu'un comme ça hein, qui arrive d'un coup du ministère. Et voilà, on a tous un parcours et je pense que c'est important de le mettre en évidence. Alors, je vais vous parler de la programmation des APSA. Je ne sais pas si je pourrais vous dire en quoi est-ce que... enfin, voilà, j'ai marqué enjeu d'inégalité avec un point d'interrogation, on va en rester là. Donc, quand Nuria m'a sollicité, je me suis posé 4 questions. Pourquoi faire de l'EPS? Bon, ça, c'est parce que ça m'aide à questionner la place des APSA actuellement dans l'EPS. Et les inégalités sont-elles associées à la programmation des APSA? Parce que c'est la question qu'on se pose, puisque là, on doit zoomer sur la programmation. Et puis, j'ai fait un petit zoom sur le football, parce qu'on a beaucoup parlé de football quand on s'est eu avec Nuria, et que il se trouve que j'étais intervenue dans un article de journal, je ne savais même plus que j'avais répondu à cette interview à l'époque. Mais donc voilà, j'ai un petit zoom sur le foot, et ce qui me permettra de faire une passe à Romain après pour son intervention. Voilà, je fais un petit zoom sur le football en EPS. Le point de vue est donc strictement, évidemment, institutionnel, je l'ai déjà dit, donc on ne va pas y passer beaucoup de temps. Donc EPS et APSA. Alors pour essayer de définir un petit peu la place des APSA, en fin de compte, dans notre éducation physique et sportive, je pense qu'il faut toujours s'entendre et revenir à ce qu'est l'EPS. Et moi, alors à titre personnel et dans mon statut, régulièrement, je suis obligée de réexpliquer à plein de gens ce qu'est l'éducation physique et sportive. Alors, sûrement, ça vous arrive à vous aussi. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une semaine, je vous assure, où je n'ai pas à le faire. Donc, je me suis fait mon cadre théorique, et mon cadre théorique, il est appuyé, il s'appuie évidemment sur les objectifs généraux. En lycée, j'ai des voies pro qui s'appellent compétences générales en collège, mais ça, c'est un petit peu notre jargon interne. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a effectivement dans ce tableau, avec les 5 objectifs généraux qui sont très, comment dire, qui sont très cohérents sur l'ensemble du cursus d'un élève. Et c'est ça qui, moi, m'aide, en tout cas, à bien expliquer ce qu'est l'éducation physique et sportive et à quoi elle sert de manière spécifique. En gros, pourquoi est-ce que c'est important de garder cette discipline au sein du système scolaire? Donc, je ne vous les décline pas, vous les connaissez, et il n'y a pas de... là, le tableau n'est là que pour bien les rappeler. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se dire que, du coup, dans cette EPS, qui sont constitués par l'équilibre un peu de tous ces 5 objectifs généraux, la place des APSA, contrairement à la façon dont on la résume un peu trop rapidement, elle n'est pas seulement dans la culture physique. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement pour construire le 5e objectif. La place des APSA, en fonction de l'APSA et de l'activité qu'on va prendre, qu'on va choisir de programmer, on aura une motricité différente, on aura des occasions de se préparer, de s'entraîner différentes, on va exercer sa responsabilité aussi différemment, et donc du coup elle influence l'ensemble de ces 5 objectifs généraux. On y reviendra d'ailleurs pour le football tout à l'heure. Donc je pense que ce serait une erreur que de penser qu'on fait des APSA uniquement pour construire le 5e objectif de l'EPS.
Donc, en gros, moi, je le résume de la manière suivante, c'est-à-dire que je pense que les APSA en EPS, c'est une sorte de matière première, une sorte de matière à développer, à modeler de façon à développer les compétences des élèves, puisqu'on est là pour ça. Hein. Les APSA, c'est un moyen de développement et de ces objectifs généraux, et en passant par, en donnant du sens aux situations concrètes. On sait tous que dans les objectifs, il y a des objectifs de citoyenneté, des objectifs méthodologiques et sociaux, mais on n'est pas professeur de méthodologie, on n'est pas professeur de citoyenneté, on est professeur d'éducation physique et sportive, et du coup, c'est parce qu'on va passer par des activités physiques concrètes, qui ont du sens, et dont on verra la façon dont on peut les modeler, les traiter, mais c'est parce qu'on passe par ces activités que ça donne du sens à tous ces apprentissages. Et c'est important, je pense, de bien, en tout cas, de ne pas dissocier les deux choses. Tout cela est lié. Comme je suis institutionnelle, je vais vous parler institutionnellement, qu'en est-il des listes d'APSA actuellement dans les programmes? Donc en collège, programme de 2015, hein, vous les connaissez tous bien sûr par cœur, il n'y a plus de liste d'APSA, il n'y a pas de liste fermée. En LGT, la liste est encore présente, mais elle est assez ouverte. Et en lycée professionnel, de la même façon, il n'y a pas de liste. Alors j'aurais dû mettre oui, lycée professionnel qui correspond au CAP et au Bac Pro. Il faut quand même se rappeler qu'au collège, il n'y a pas de liste, mais en 2010, voilà la liste, en 2008, voilà la liste qu'on avait. Hein. Donc vous voyez, la liste était quand même bien fermée. Hein. Il y avait quand même une liste qui était, il devait y avoir 24, je ne les ai pas recomptées, mais il doit y avoir à peu près 24-25 activités. Donc, ce n'était pas très contraignant, mais quand même, elles étaient bien précisées. Avec d'un côté les compétences propres à l'EPS et de l'autre côté les groupements d'activités, ce qui n'était pas sans créer un peu de... Bon, c'était un peu complexe à gérer tout ça, mais bon, bon an, mal an, on y est arrivé. Puisque bon, il fallait acquérir, je vous rappelle, le niveau 2 dans les 8 groupements, qui était un vœu assez ambitieux hein, de la part des programmes. Et enfin, c'est pour vous rappeler que donc, le programme collège précédent avait une liste bien fermée. Et si on prend maintenant le LGT, on avait une liste en 2010 qui était donc celle-ci. Vous voyez ma souris quand je la... Oui, vous voyez la petite flèche? D'accord. Oui, on voit bien. Oui, c'était pour être sûr. Et voilà la liste de 2019. Alors, sincèrement, elle n'a pas énormément changé. Simplement, c'est en athlétisme, c'est toute la CP1, donc qui s'appelle le champ 1 maintenant, où on a vraiment été très, très, très large avec course au lancer et qui peut permettre du coup d'inclure peut-être des pratiques un peu différentes, puisque là, c'était beaucoup plus précis et fermé. Et sinon, bah, la CP4, CA4, il n'y a pas eu de changement. Et sur la course en durée, enfin, sur la CP5, il y a le yoga qui est arrivé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'étude de cette évolution, on peut dire que les évolutions vont vers l'ouverture. Ouverture même du LGT avec des nouvelles pratiques qui apparaissent sur la liste, mais aussi ouverture complète avec, en collège et en lycée pro où il n'y a plus de liste. Donc, ça veut dire que cet appui sur les APSA, c'est un choix qu'auront à faire les équipes, mais un choix qui est très, très, très ouvert. Et puis, une évolution vers des formes scolaires. Ça, on en reparlera. C'est-à-dire que je vous invite à aller sur EduSchool où vous verrez les fiches ressources qui ont été produites par les membres qui ont fabriqué, enfin les groupes d'experts lycée professionnels en CAP, où vous allez voir que là, vraiment, il y a une déclinaison des formes scolaires de pratique qui est vraiment intéressante et qui montre cette ouverture. Et du coup, vu la place des APSA dans notre institution, on l'a en fait remplacé, pas complètement remplacé, mais disons que ce qui organise les programmations doit se faire davantage par rapport au champ d'apprentissage. Il y a un ancrage majeur sur les champs d'apprentissage. Alors, je fais juste une petite incise très rapide sur les champs d'apprentissage, que évidemment vous ne découvrez pas, ça fait quand même un petit moment que le texte de collège est sorti. Au moment du programme lycée, on a fait le choix
de conserver cette référence au champ d'apprentissage, c'est une construction institutionnelle. Il n'y a aucun ancrage scientifique à cette construction-là. Donc, on ne cherche pas du tout à en trouver et on assume complètement cette création institutionnelle. Ce qui est important, c'est que quand même, dans chaque champ d'apprentissage, on considère qu'il y a une classe de problèmes particuliers à résoudre. Et que dans chacun de ces problèmes, on va convoquer des pratiques scolaires qui sont des activités physiques, en appui des activités physiques sportives, qui sont un peu typiques de ce problème, et qui supposent des apprentissages à la fois moteurs et non moteurs spécifiques. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans le groupement d'activités ou dans la référence aux compétences propres précédentes, on était plutôt sur le moteur. On était vraiment sur… Et là, dans les champs d'apprentissage, ça suppose bien que dans le champ 1 ou dans le champ 3, on n'a pas les mêmes occasions, ou en tout cas les mêmes possibilités, les mêmes ouvertures pour les différents apprentissages moteurs et non moteurs. Et du coup, je reprends souvent la petite phrase qui est inscrite dans le programme de la voie professionnelle. Les pratiques physiques réunies dans chaque CA partagent la même intention principale. Ça, c'est dans le programme de voie pro. Certains parlent d'ADN du champ, bon, vous mettrez ce que vous voulez, mais je pense que se référer à une phrase du programme, voilà, au moins ça a le mérite d'être inscrit quelque part. Donc là, ah mince, excusez-moi, je vais dans le mauvais sens. Bon, là, les champs, je ne vais pas les détailler, hein, mais évidemment, il y a les champs d'apprentissage, donc en collège, en bleu et en noir, la façon dont ils sont déclinés en lycée. Il y a une grande cohérence. Je crois que c'est sincèrement pour nos interlocuteurs, quand il faut rendre visible et lisible la discipline, et on a encore beaucoup de progrès à faire, enfin, on s'y attelle, hein, le fait qu'il y ait une grande cohérence sur tout l'ensemble du cursus, c'est quand même un plus, quoi. C'est quand même un plus. Moi, je fais souvent le parallèle avec le fait que les champs d'apprentissage, c'est un peu comme les chapitres des programmes des autres disciplines. Il faut passer par les différents chapitres. Et c'est parce que dans ces différents chapitres, on va construire des apprentissages bien spécifiques à ces chapitres-là. Donc, les places, oui, d'accord, excusez-moi, du coup, j'ai laissé quelque chose. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est que vont faire les équipes avec ces nouvelles ouvertures par rapport à leur programmation et au choix des activités physiques support. Eh bien, en fin de compte, on ne le sait pas. Actuellement, on n'est pas en capacité de dire comment se sont organisés les établissements au plan national, hein, j'entends. On n'est pas en capacité d'avoir un observatoire. On a créé un observatoire collège, des pratiques collèges, où on a voulu rentrer, ça on l'a créé en 2016, et on a voulu tout de suite être prêt à justement étudier si l'EPS vécu par les élèves, vraiment l'EPS que vit un élève dans sa vie, dans son système, dans sa journée d'école, était modifié par le texte de 2015 quand il est sorti, c'est-à-dire voilà. Et donc, on a créé un observatoire, on est rentré par des moments très qualitatifs avec des études de classe et du coup, on n'a pas de référence très quantitative sur ce qui est programmé. Parce que c'est un choix qu'on a fait, on est rentré par vraiment le côté très, je vous dis, quali et vraiment sur des petites monographies de moments de classe. Et du coup, on n'a pas la vision nationale puisqu'on n'a pas l'outil qui nous permet d'avoir une vision nationale de ce qui est programmé dans tous les collèges. On a quelques outils qui existent. Hein. Certains ne connaissent peut-être pas que PS à Créteil, qui est partagé par quelques académies. Mais comme ce n'est pas partagé par l'ensemble des académies, c'est compliqué d'avoir la vision nationale. Donc ça, on sait que c'est un enjeu et qu'on va y travailler, mais il faut avouer que là, pour le coup, la crise sanitaire nous a évidemment arrêté comme beaucoup. Et on ne s'est pas senti de demander, d'enquêter, de poser des questions sur les programmations nouvelles en ces temps de
de contraintes sanitaires depuis 1 an et demi où ça aurait pas voulu dire grand-chose, quoi. Donc, on va attendre de sortir de ce tunnel et puis on espère avoir une observation assez fiable de ce que, en fin de compte, ce que sont les programmations depuis cette ouverture des listes. Parce que avant, on en a des informations. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que grâce à ces observatoires et ces observations qu'on a pu mener, eh bien, on a l'état des lieux, d'où on part. Donc, par exemple, donc ça, on est bien sur les textes de 2008, hein, j'ai reprécisé. Ça, c'est une petite étude qu'on avait faite, qui sont tous compilés dans un petit document qui est sur Eduscol, qui s'appelle « Quelques repères sur le PS » en 2016. Vous pouvez trouver sur Eduscol. Et c'est l'Observatoire qui a réussi à compiler, alors pas nationalement, mais il y avait quand même pas mal d'académies qui avaient fait des états, des lieux académiques et qui, vous voyez, sont très, très correspondants. Hein. Par champ d'apprentissage, voilà ce qui est programmé, quoi. En gros, on a le CA4, le CP4 à l'époque, qui est ultra majoritaire. Ça, c'est en collège. Hein. D'accord. Ça, c'est en collège académique Créteil, par APSA maintenant. Vous voyez qu'il y a quelques petits pics, hein, demi-fond. La gym et l'acrosport qui sont à peu près… j'ai mis le petit football en rouge, comme ça, au passage. Et puis, en CP4, on a le badminton avec le tennis de table tout de suite après. Ça, c'est à Créteil. Dijon a à peu près les mêmes résultats. Donc, je ne vous ai pas passé tous les… parce que ça aurait été un petit peu long. Comme je suis minutée, je fais attention. Mais évidemment, vous trouverez tout ça dans ce petit document qui est encore une fois publié sur Eduscol. Si on regarde par rapport au groupement, puisque avant, je l'ai montré sur le texte de 2008, on avait le rapport au groupement, vous voyez bien, tout ça voilà, est très cohérent avec les résultats, hein, c'est-à-dire qu'on a, dans le CA4, dans la CP4 à l'époque, on avait un quart, on avait une grosse majorité de sport collectif. 25%, ça veut dire un quart du temps d'EPS d'un élève se fait en sport collectif. Hein. Ça veut dire en 6e, 4 heures, 1 heure par semaine de sport collectif. Non, si on extrapole, évidemment, avec les grands chiffres. Hein. Mais voilà, on sait qu'ici, en activité physique de pleine nature, on est plus en difficulté, mais on sait qu'il y a une vraie problématique d'équipement derrière. Mais ce n'est pas le cas sur les activités physiques artistiques, et on voit très bien combien elles sont minorées dans les programmations collège, en tout cas avant les textes, encore une fois, de 2015. Alors, l'observatoire qu'on a et qui fonctionne quand même très bien, c'est tout l'observatoire sur les examens de fin de cursus, hein, le bac, le CAP et le bac pro. Alors, sur le bac GT, on s'est amusé au bout des 10 ans, pour fêter les 10 ans du bac, pour fêter les 10 ans de la nouvelle mouture et la nouvelle organisation qui est adoptée depuis 2003. On a fait un petit récapitulatif des activités, donc le top 10 des activités choisies par les élèves pour leur bac, pour passer leur bac, en 2004 et en 2014. Bon, là, c'est garçons et filles mélangés. Je vous laisse regarder. Ce qui est intéressant, c'est bien de se rappeler le code couleur. Donc, code couleur, en rouge, vous avez toute la CP4, ça s'appelait CP encore à l'époque. En bleu, la CP1, en rose, CP3 et en vert, la CP2, oui. En vert, en CP2 et en rose, CP3. Et en noir, vous avez la CP5. Et donc, rien qu'avec le code couleur, sans regarder, vous voyez combien l'arrivée de la CP5 petit à petit a bousculé les programmations, en tout cas au bac. Donc là, j'ai pris le bac GT parce que c'est celui sur lequel on a le plus de recul depuis le départ. C'est pour ça que j'ai pris le bac GT. Alors ça, c'est pour garçons et filles mélangés. Voilà pour les garçons. Vous voyez le bas de… Alors, il y a des grandes continuité, hein. Demi-fond badminton, ça c'est vraiment la continuité à noter. Mais il y a le volley, par exemple, n'a pas arrêté de descendre hein, au fur et à mesure. Au début, regardez les filles, le volleyball était prise par… Il y avait une élève sur 2 de terminale qui était évaluée sur du volleyball en 2004.
Et là, il est descendu, vous voyez, à la 6e place, si je ne m'abuse. Donc, regardez le code couleur. C'est toujours intéressant de voir combien l'arrivée de la CP5, alors on pourrait dire que c'est un peu grâce grâce évidemment à la qualité l'intérêt de ces activités, mais aussi à la contrainte institutionnelle avec les programmes qui ont demandé à un moment donné que le niveau 2, le niveau 4 en CP5 soit atteint à la fin du bac, à la fin du lycée. Ce n'était pas forcément à prendre au bac. Et comme il n'y a pas de CP5 au collège, on était obligé de faire soit un cycle très long, soit 2 cycles au lycée. Et du coup, voilà, les programmations s'en sont trouvées un peu modifiées. Mais là, ça veut dire quand même, dans cette diapo-là, ça veut dire que non seulement elles sont proposées aux élèves, mais qu'elles sont choisies par les élèves. Hein, parce que ça, c'est quand même, en général, en bac GT, il y a un choix d'unité certificative. Donc, voilà. Alors, ce qu'on peut dire, en résumé sur les programmations, c'est que c'est hétérogène sur le territoire, mais c'est quand même cristallisé sur quelques activités phares. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça va être très intéressant de voir ce que ça va donner avec une ouverture complète. Moi, j'attends de voir sur ce que vont faire les équipes. Je pense que c'est en train de bouger, mais je n'ai pas d'éléments robustes pour vous les présenter. Mais n'empêche qu'il y a quand même quelques activités qui reviennent constamment. Hein. Vous avez vu le badminton, le demi-fond, l'acrosport, ça c'est le trio gagnant. Et puis la gym, la gym au collège qui disparaît après. Hein. Enfin, qui disparaît, je m'entends, mais qu'on voit beaucoup moins après au lycée. On peut dire que l'arrivée de la CP5, du CS5, a fait bouger les programmations des lycées. Donc ça, contrainte institutionnelle, on y reviendra, est-ce que ça suffit? Mais en tout cas, au départ, il y a une impulsion institutionnelle. Et puis, voilà, l'observation des évolutions suite aux nouveaux programmes, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment notre enjeu. Et pour le moment, on n'est pas en capacité de vous livrer, évidemment, le bilan de ça. Alors, en lycée, c'est normal, hein, les programmes sont de 2019. On va se laisser un tout petit peu de temps. Et puis, on va se laisser surtout un vrai bac qui, on espère, va arriver un jour. Mais la session 2020, bon, c'était encore les anciens programmes, mais on sait très bien que sur cette session 2021, on ne pourra rien tirer comme conclusion, bien sûr, eu égard à cette contrainte sanitaire ces contraintes sanitaires qui nous assaillent. Donc, est-ce que pour autant, on peut dire que la programmation d'APSA est une source d'inégalité en EPS? Alors, comme vous l'avez dit, hein, il y a plein d'inégalités possibles. Hein. Inégalité sexuelle, genre, inégalité d'aptitude et de ressources, hein, inégalité sociale, culturelle. Alors là, il faut que excusez-moi, mais je ne vois pas jusqu'en bas. Et des niveaux de compétences. Il y a évidemment différentes sources d'inégalité. Donc, je ne vais pas évidemment régler la totalité je ne vais pas prendre chaque point, sinon il y en a pour toute la nuit. Donc, je vais zoomer sur les inégalités, en fait, garçons-filles, qu'on a pu assez facilement identifier. Et là encore, dans les examens, on est assez outillé pour voir cette inégalité. Je pense que ces schémas-là, certains ont dû les voir parce que je les ai déjà présentés, je pense à la EPS. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, ce n'est pas de regarder chaque petite chose très précisément, c'est de se rappeler du code couleur. Donc, à gauche, vous avez les fréquentations, c'est-à-dire ce qui est choisi par les élèves, ce qui est pratiqué. Ça veut dire qu'en demi-fond, un garçon, donc 45% des garçons au bac GT, ça, ce sont les chiffres de 2018, qui est la dernière session qu'on a vraiment bien de manière robuste. Donc, 45% des garçons ont passé du demi-fond dans leur bac, dans leurs épreuves du bac. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Et là, ce sont les notes. Alors, on ne va pas trop s'intéresser à la gym rythmique, où là, il doit y avoir un garçon ou deux qui ont passé sur le territoire français et qui ont eu 15,90, mais vous voyez, ça représente 0,01%. Donc, celui-là, on va dire qu'il est assez exceptionnel. Bon, on ne va pas s'intéresser trop, parce qu'évidemment, il faut mettre en lien la participation, la fréquentation avec les notes. Donc ici, vous voyez les résultats des garçons en GT en 2018, avec, encore une fois, mon petit code couleur qui doit… Ici, on peut dire que c'est un peu varié. On voit bien que
le rose est plutôt en bas. Mais quand vous regardez les filles, alors le foot, oui, je voulais repérer là, juste pour tout à l'heure. Mince, le foot, ah bah oui, voilà, je l'avais. Donc le foot, c'est 4,08%. On y reviendra tout à l'heure pour la programmation. Et maintenant, si je passe sur les jeunes filles et que vous regardez le code couleur, et là, vous voyez que c'est assez probant. Alors, même si le noir est moins noir et que c'est gris, on voit bien que là, tout le début, c'est quand même seulement, enfin, toute la fin, si on n'est plus... on a tout le rouge et le bleu quasiment à la fin. Donc, toutes les activités de type... voilà, qui relèvent plutôt de la CP4 et de la CP1 sont des activités où les jeunes filles ont les moins bonnes notes. Mais attention, les moins bonnes notes, mais elles n'ont pas des mauvaises notes. Hein. C'est-à-dire que quand vous regardez les notes, en fin de compte, elles ne sont pas si mauvaises que ça. Ce n'est pas des notes comme on a dans d'autres disciplines, hein, au niveau en dessous de la moyenne. Et puis, juste un petit point sur... je l'avais noté tout à l'heure, bon, je vais le faire, ouais. Le demi-fond, par exemple, n'a pas une mauvaise... C'est pas des mauvais résultats pour les filles. C'est à peu près celle qui sort en CA1. Alors, on s'amuse aussi, le football, donc chez les filles, c'est... alors là, par contre, c'est beaucoup plus... c'est 1,31% des programmations des jeunes filles. Et puis, on s'amuse aussi à faire les écarts de moyenne garçons-filles par APSA, avec donc ici toutes les activités qui sont favorables aux garçons et ici toutes les activités qui leur sont défavorables. Donc, pareil, hein, je ne vous fais pas de dessin, le code couleur est assez clair. On va dire, voilà, c'est assez prégnant, assez flagrant. Et pour que ce soit encore plus flagrant, je vous ai mis pour les bacs pro ce que ça donne. C'est-à-dire que même des activités qui sont assez mixtes, hein, si je reviens à celle-ci, vous voyez que les activités escalade, sauvetage, les activités de la CP2 sont assez mixtes. Le demi-fond d'ailleurs est assez mixte. Et bien, même sur ces activités-là, en bac pro, on a quand même encore plus de discrimination, enfin, disons, à la note, pour la population masculine. Et en fin de compte, même en gym, même en musculation, même en escalade, c'est favorable aux garçons. Alors, pour autant, est-ce qu'on peut dire que le bac EPS est inégalitaire? Alors, on a un observatoire toujours le même depuis plus de 15 ans, et là, on va s'intéresser aux notes des élèves. Parce que ça, c'est les notes par APSA. Et vous savez très bien qu'en EPS, la note d'EPS, c'est un ensemble certificatif de 3 épreuves différentes. De 3 épreuves. Donc ici, vous avez la moyenne qu'on a déjà maintenant jusqu'en 2018. On a aussi 2019, mais je n'ai pas actualisé. Donc, on est passé de 12,55 de moyenne à 13,97. Hein. La note en EPS, elle ne fait que monter. Alors, je pense qu'en 2020, et voire en 2021, elle va encore plus monter. Mais ça, on aura des explications aussi sur le contrôle continu et l'impact sur les notes. Et quand on regarde ces notes, on s'est aussi intéressé à l'écart garçon-fille, qui était quand même de moins 12, moins 13, plus de 1 point, jusque en 2012, moins 0,96, et en 2013, il passe à moins 0,73. Alors, que s'est-il passé entre 2012 et 2013 pour que cet écart diminue? Et puis après, vous voyez qu'il diminue tout au long, pour être à peu près à 1,5 point. Entre 2012 et 2013, l'institution a imposé que dans ces menus de 3, enfin, appelons-le menu entre nous, hein, dans ces ensembles certificatifs de 3 épreuves, eh bien, il y ait 3 champs d'apprentissage qui soient respectés. C'est-à-dire qu'elle devait relever de 3 champs d'apprentissage. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, toutes les activités, donc le champ 4 a vu sa fréquentation largement diminuer. Là, vous voyez très bien l'impact entre 2012 et 2013 au bénéfice du champ 5. Donc, ce qui explique les variations et les comparatifs qu'on peut faire 2004-2014. Mais ce qui est intéressant à souligner, donc là, on voit très bien l'impact sur les programmations, en tout cas sur les offres de formation aux élèves. Ce qui est important, et là, je vais revenir sur la diapo d'avant, je m'excuse, mais c'est que ça n'a pas été pour sanctionner les garçons, mais ça a été ça a bénéficié aux jeunes filles, en fait. C'est-à-dire que ce sont les notes des filles qui sont montées, et ce ne sont pas les notes des garçons qui sont descendues. Donc, ce qui nous fait dire que plus l'EPS est diversifié,
plus elle est équitable. Plus elle s'adresse en fait à un public différent, un public plus large, et du coup, elle est plus équitable, en tout cas en termes de différences sexuées. Alors quand même, on s'est interrogé, hein, pourquoi ces inégalités filles-garçons aux examens? On n'est pas complètement sourd à ces différences. Est-ce que c'est parce que le référentiel n'est pas adapté? Est-ce que c'est l'offre de formation qui n'est pas adaptée? Est-ce que c'est parce que on considère qu'il y a toujours trop de similitudes entre l'APSA scolaire mixte et la pratique sportive extrascolaire qui est non mixte souvent, hein, c'est-à-dire que quand on fait du sport en club, on n'est pas dans une mixité. Et du coup, qui infère qu'on a toujours cette référence à la motricité athlétique masculine prédominante, ou est-ce que c'est le résultat d'un long processus que j'ai appelé d'impuissance apprise? C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, hein, c'est un psychologue Seligman. Manque de confiance en soi, ou ce que j'appelle moi le fatalisme sexiste, c'est-à-dire ce que j'ai tellement entendu, enfin tellement, heureusement pas de manière majoritaire, mais enfin quand même par certains professeurs de PS en fin d'inspection, tout ça, qui me disaient bah oui, c'est normal que les jeunes filles réussissent moins bien, elles sont quand même moins bonnes, quoi. Elles sont moins bonnes en EPS. Et donc c'est ce que j'appelle le fatalisme sexiste. Et donc à un moment, il faut quand même s'interroger. Alors évidemment, nous on s'interroge sur ce qu'on peut faire comme levier institutionnel, mais il y a aussi évidemment tout le reste avec la formation et tout le travail remarquable que font les inspecteurs à chaque fois qu'ils viennent vous voir dans vos cours. Alors, référentiel non adapté, on tente une nouveauté, c'est-à-dire qu'au lieu que les référentiels soient en effet figés par APSA nationalement, eh ben, on a décidé des référentiels par champ, et les établissements, avec le garde-fou des référentiels par champ, c'est-à-dire il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi, eh bien, pourront avoir décidé d'abord l'APSA qu'ils vont choisir, et puis de l'adapter en fonction un peu de leur contexte et de leur public. L'offre de formation, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on garde cette injonction de passer par les 3 champs d'apprentissage, parce qu'on pense qu'après 1000 heures de PS, comme a vécu un élève sur l'ensemble de son cursus, eh bien, c'est quand même important qu'il soit évalué au bac sur une diversité de compétences. Et puis, après, pour le reste, pour équilibrer les inégalités, nous, on pense que, sincèrement, c'est un peu le métier de professeur de PS, quoi. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, il faut prendre en compte les différences d'aptitude, de ressources, de motivation, de connaissances, de culture familiale ou sociale. Et ça, c'est vraiment tout la réflexion que vous menez là pendant ces 2 jours. C'est évidemment que l'élève, quand il arrive dans votre cours, il n'a pas le même passé, il n'a pas les mêmes ressources, il n'a rien il n'y a pas d'égalité, à part dans certains établissements, peut-être qu'on a pu voir une grande homogénéité de public, mais c'est assez rare. Et en tout cas, elle n'existe pas sur le territoire national, cette homogénéité. Sur un territoire national, et si je prends l'outre-mer en plus, évidemment, qui fait partie du territoire national, c'est très hétérogène. Donc il faut bien que on prenne en compte en effet ces différences. Et qu'on agisse voilà, sur toutes les variables didactiques qu'on connaît, avec les variables didactiques de l'activité, les formes de groupement, les critères d'évaluation, les situations, les formes de pratique que l'on pourra inventer, créer, et que l'institution nous permet de faire. Et ça, j'allais dire, quel que soit l'APSA. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à l'activité en elle-même. Qu'on fasse du foot ou de la danse, de toute façon, il faudra faire avec tout ça. Ce n'est pas ça qui crée l'inégalité, c'est surtout ce qu'on en fait. Et ça, je le dis d'ailleurs, c'est vraiment la mission du professeur de PS. Sinon, on n'a pas besoin d'avoir des professeurs aussi bien formés et aussi performants si on n'a que à appliquer des choses très écrites au plan national. Donc on a besoin effectivement que chaque professeur soit ingénieur de son enseignement. Alors maintenant, pour finir, et je pense que je suis à peu près dans les temps, si je fais un petit zoom sur le football, en fin de compte, est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est intéressant de faire du foot eu égard à ce que j'ai dit là, c'est très peu, ça ne rapporte pas énormément au bac, mais bon, est-ce qu'on peut quand même en faire? Alors oui, le football peut être une APSA support de l'EPS.
ça relève du champ 4. Moi, je reprends toujours ma petite habitude. Hein. On a les 5 compétences générales. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif hein, ce que j'ai fait. Mais quand je croise avec l'APSA Football, je me dis, bah oui, elle permet de répondre aux 5 objectifs, 5 objectifs généraux de l'EPS. Il y a des apprentissages moteurs spécifiques avec une coordination œil-pied-ballon qui change un peu par rapport à toute cette coordination œil-main, ballon, œil-main, raquette qu'on a beaucoup, hein, cet alignement qu'on travaille beaucoup plus que l'œil-pied-ballon. Et puis, on a un engagement physique. Alors, si on prend le football, non pas dans son acception fédérale, mais en tout cas, au départ, c'est quand même plutôt un sport qu'on pratique en plein air, donc avec un engagement un peu physique, qui peut être intéressant en EPS et qui permet justement de faire s'engager les élèves. Dans les pratiques sportives, oui, il y a de la différenciation pédagogique qui est essentielle parce qu'il y a effectivement de la différence de niveau, ça sans doute. Dans les règles, assumer des rôles et des responsabilités, l'intérêt du foot, c'est que les règles sont souvent connues. Elles sont beaucoup plus connues et partagées. Alors, pas toutes les règles, je ne vous parle pas de la loi 11, la loi 12, des choses très précises, mais les règles principales qui vous permettent de comprendre le foot, elles sont assez faciles, beaucoup plus que le rugby, par exemple. Elles sont beaucoup plus connues. Et les rôles associés sont d'autant plus intéressants parce qu'elles sont plus faciles à voir. Et le rôle d'arbitre, il devient un apprentissage qui me paraît vraiment important et intéressant pour construire justement, pour déconstruire plutôt peut-être la relation qu'on peut avoir à l'arbitre. Sur la santé, la dimension énergétique, le social, le plaisir, il y a quand même, c'est quand même une pratique. Alors, plutôt chez les garçons, je le conçois, mais qu'on peut faire déjà pas mal tout au long de sa vie. Et puis simplement, quoi, des fois, on a quelques temps festifs familiaux qui se finissent par un foot, quoi, je veux dire, alors que c'est assez rare qu'on dise on va se faire un petit hand, quoi. On se fait un petit foot sur la plage. Ou, voilà. Donc, je veux dire, il y a quand même, c'est ancré, quoi. Donc, il ne faut pas fermer la porte à ce qui pourrait être un appui d'une pratique physique pérenne plus tard, ailleurs et plus tard, parce que c'est ça qu'on fait, notre pari hein, en EPS. Et puis, s'approprier une culture, bah, oui. Là, alors, qui mieux que l'école pour construire un pratiquant, certes, mais aussi un spectateur qui soit un peu plus éclairé et moins critique, mais quand même critique au bon sens du terme, et voir un sélectionneur, puisque j'ai mis un petit smiley, puisqu'on a tendance à dire qu'en France, il y a 66 millions de sélectionneurs de l'équipe de France de foot. Voilà. Évidemment, pour ça, il n'y a pas un football, il y a des footballs pour y arriver. Même la Fédération française de football se diversifie là-dessus, et notamment il y a le futsal qui est en train de prendre une ampleur assez importante, et il y a surtout des formes scolaires de football, et je pense que ce soir on va pouvoir en avoir un exemple. Et c'est ça qui est intéressant. Alors là, je passe très vite. Hein. Ça, c'est tous les attendus de fin de cycle de lycée professionnel. Si vous croisez avec le football, vous pouvez évidemment construire l'ensemble de ces attendus sans aucun problème. Pour autant, le football n'est peu programmé. Et peu programmé en EPS, alors que c'est la championne du monde des sections sportives scolaires. Alors, vous voyez ce que c'est une section sportive scolaire hein, c'est un dispositif qui permet de pratiquer, de renforcer la pratique. Alors, je l'ai noté parce qu'à chaque fois, j'oublie. Ça représente 20% des sections sportives, le foot. Rien que les sections sportives foot. C'est énorme. Hein. 21%. Il y a 749 sections sportives foot sur les 3571 sections sportives. En deuxième place arrive le handball avec 335. Vous voyez, la moitié. Donc, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de sections sportives football. Donc, pourquoi? Est-ce qu'on considère que le foot, c'est une affaire de spécialistes? C'est à se demander. Une affaire de garçons, sans doute. Une APSA populaire, au mauvais sens du terme, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on considère que... On en voit tellement déjà, c'est pas très bon pour l'ouverture culturelle, c'est quand même mieux que... Bon. Or, on en voit tellement ou pas, c'est-à-dire qu'on en entend beaucoup parler, on a aussi la représentation négative du foot professionnel, ça qui est qui est indéniable, et ça je pense qu'on ne peut pas le nier sur
quand on voit les joueurs professionnels, évidemment, hurler après l'arbitre, c'est pas bon pour… mais en même temps, est-ce que c'est pas justement l'occasion de déconstruire ça en scolaire? En tout cas, c'est une pratique clivante. C'est-à-dire que autant dans un groupe de PS, enfin une petite équipe de PS, si on dit je fais du foot, il y aura les pros, il y aura les antis, et c'est pas le cas en badminton. Voilà, donc c'est clivant, il faut comprendre pourquoi. Et puis après, est-ce qu'il y a trop de différences de niveau à gérer? C'est vrai, ça interroge la compétence des enseignants, mais en même temps, le football, c'est l'activité la plus choisie à l'oral 2 du CAPES externe, loin devant les autres. Ça veut dire que chaque année, il y a des profs de PS, des jeunes profs de PS, qui sortent et qui ont passé le foot à l'oral 2, en option, hein, je parle, pas dans la pratique. Voilà. Donc, ça interpelle avec des points positifs. Hein. Les professeurs sont formés, c'est ce que je viens de dire, des infrastructures disponibles, parfois au milieu d'un territoire très rural. L'autre jour, j'étais sur Dijon, dans la Nièvre. La seule équipement disponible pour un collège, c'était un terrain de foot. C'est la seule chose à sa disposition. Alors, on n'a pas besoin d'un terrain de foot en entier. On peut faire aussi, en plus, sur des terrains vagues, plus ou moins en pente. Mais on arrive à faire des buts. Bref, c'est quand même un coût modeste et c'est assez facile de mettre en place. Et même le contexte sanitaire est favorable à sa mise en place. Donc voilà. Et je pense qu'en EPS, un de nos objectifs, c'est aussi de lutter contre des caricatures qui seraient un peu faciles. C'est-à-dire que si en EPS, on a les mêmes discours et les mêmes représentations qu'au Café du Commerce, alors peut-être que c'est dommage. En tout cas, je vais le dire comme ça. En conclusion, donc est-ce que les absents en EPS sont source d'inégalité? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que toute activité physique, sportive, artistique, d'entretien, j'ai tout listé, peut être support de séquences d'enseignement, surtout maintenant avec des programmes qui sont très ouverts. C'est un petit peu moins vrai en lycée GT, mais vous allez me l'autoriser. Les inégalités, je pense qu'elles sont créées autant par la façon de traiter l'APSA que par l'APSA elle-même. J'ai une petite faute d'orthographe là d'ailleurs. C'est important en EPS de considérer le parcours de formation dans son ensemble, c'est-à-dire on n'est pas prof d'APSA, on est prof d'EPS. Et du coup, c'est bien le parcours de formation qu'on va organiser pour ces élèves qui est important et qui, là, va créer soit de l'égalité, soit de l'inégalité, enfin, qui peut être en tout cas créateur d'égalité et d'inégalité. Bon, l'EPS doit être inclusive au sens très large du terme parce qu'elle s'adresse aux 12,5 millions d'élèves. On ne le rappelle jamais assez, c'est ce qui la différencie du sport. 12,5 millions d'élèves qui n'ont pas choisi forcément de venir en EPS, mais ils sont obligés de venir. Donc, on est obligé, nous, d'adapter notre EPS. Et puis, dans le terme inclusif, eh ben, on essaye que chacun progresse, prenne du plaisir, apprenne, etc. etc. Voilà. Alors, si je reviens sur mes questions, pourquoi faire de l'EPS la place des APSA? L'APSA donne du sens aux apprentissages. Voilà. Les APSA scolaires ne sont pas identiques aux pratiques extrascolaires. Les inégalités, moi, je pense que ce n'est pas seulement par la programmation des APSA, ça en fait partie, c'est surtout l'offre de formation qui est importante, mais pas majoritairement. Et puis, si je zoome sur le foot, oui, c'est programmable, ça peut être inclusif à certaines conditions, mais c'est très peu programmé, et ça, sans doute, c'est dû à nos représentations qui sont encore un peu tenaces. Voilà, merci de votre attention, je pense que je suis pas loin d'être presque dans le timing. Donc là, avec des petites photos qui sont résolument choisies et volontairement sur du football féminin. Voilà. Merci aux organisateurs. Et puis, je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que l'EPS vive et actuellement, c'est compliqué, on en est bien conscient. Et pour autant, on a besoin de vous. Voilà. Merci beaucoup.